Bonjour tout le monde, la suite des aventures de Robert Langdon, c'est compliqué à dire comme nom de famille, Langdon, le héros qui était là dans Da Vinci Code, que nous avons suivi dans Ange et Démon, que je n'ai pas vu, j'ai vu Da Vinci Code, et qui revient dans Inferno, troisième opus, où il doit, alors je sais pas quoi vous dire de l'histoire, parce que il faut pas que je vous révèle certains éléments du scénario, et il y en a en même temps certains qui sont révélés dans la bande-annonce très clairement. Il doit mener une enquête qui démarre autour d'un tube qui est en sa possession. Il se réveille dans un hôpital sans aucun souvenir, aucune mémoire, et la jeune infirmière qui est là pour l'aider quand il se réveille va être entraînée avec lui dans une énorme enquête qui mettra en jeu des choses très graves et très importantes. Si vous avez apprécié, si vous aimez bien ce genre de film, si vous avez aimé les deux premiers, encore que je n'ai pas vu Ange et Démon bien sûr, mais j'ai vu Da Vinci Code, si vous avez aimé ça, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous aimiez pas ce film-là. C'est vraiment un film d'enquête, de mystère. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments du film qui sont basés sur la révélation d'éléments, etc. Je pense que je rentre trop dans le détail. Petit avis global avant d'entrer dans le détail. Je pense que vous pouvez y aller si ça vous intéresse. Et j'ai pas de raison précise de vous dire de pas aller le voir. C'est pas un navet. Je dirais qu'il y a quelques trucs très clichés, mais en même temps, ça va avec le principe du film. C'est un film blockbuster d'aventure américain. Il y a certains éléments qui doivent être respectés à certains moments pour que ça fonctionne. Des trucs un petit peu téléphonés, un petit peu machin. Par exemple, pour vous donner un truc, à chaque fois ils sont dans des lieux très publics et ils doivent trouver un moyen de s'échapper, et c'est marrant parce que ils font toujours genre le truc qui fait que tout le monde se retourne quand on est dans un public, c'est-à-dire les gens qui d'un seul coup changent de lieu, mettent les mains sur le visage, mettent un truc pour se cacher, et personne ne pite que dalle. Personne ne les voit. Donc il y a quelques petits trucs comme ça, de trucs américains, mais en gros, pas de vrai problème de scénario. On verra dans le détail. Je vois ça un peu plus loin, mais il y a rien il y a pas de signaux d'alarme monstrueux, n'allez pas voir ce film. Du coup, rentrons dans le détail. C'est du film d'aventure américain. Donc l'idée, en gros, c'est qu'il y ait un casting international et varié. Il y a un héros américain toujours, avec Tom Hanks dans le rôle principal, mais l'idée, c'est d'avoir un casting varié, donc Omar Sy, par exemple, qui débarque avec un rôle vachement intéressant, qui effectivement a fait vachement de travail au niveau de son anglais, etc. Enfin, il a bien géré la transition au jeu américain et la transition au jeu anglais, ce que d'autres avant lui n'ont pas forcément réussi à faire. Et des villes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, on se fait un petit tour d'Europe. On était en France entièrement dans le premier film. Là où du coup, on fait un petit peu nos voisins. On va en Italie, et il y a une partie qui se déroule à Istanbul aussi. Donc l'idée, c'est de montrer des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de film, et pour le public américain en particulier. Donc c'est ce que le film propose principalement. Beaucoup de très beaux lieux à filmer, parce que le truc, c'est que tout ça tourne autour des arts. Langdon enquête toujours sur des tableaux, des textes, des illustrations, des choses dans ce genre-là, de la musique, ou même de la philosophie des fois. Et donc du coup, tout ça se déroule dans de magnifiques musées, dans de magnifiques bâtiments qui sont toujours parfaitement filmés. Il y a une salle dont il est obsédé, c'est la salle des 500. Si vous allez voir le film, c'est une salle dans un des musées. Je sais plus où ils sont, s'ils sont je sais plus. Excusez-moi. Mais du coup, il y a la salle des 500, qui est une salle où il y a des tableaux qui sont accrochés au plafond, et ça se voit qu'il kiffe cette salle. Enfin, à chaque fois qu'il arrive dans un plan ici, le plan est gigantesque, on voit presque toute la salle, et il y a toujours un moment où la caméra se relève un petit peu pour vous montrer qu'il y a les tableaux au-dessus. Il adore filmer les tableaux, il adore les machins, donc voilà, pour ce qui est de l'environnement en gros et de ce que vous pourrez voir. Mais du coup, des trucs intéressants, parce qu'évidemment, ils vont filmer dans des endroits qui sont pas forcément accessibles toujours. Par exemple, les combles au-dessus de la salle des 500, qui normalement n'est pas accessible au public, je suppose, et ils n'ont pas été chercher un studio, ils ont vraiment été tournés là-haut. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que comme tout est, comment dire, tout tourne autour de l'enfer de Dante, c'est utilisé pour certains éléments, et en particulier, je crois, si vous regardez bien le film, que les scènes d'action descendent de plus en plus. C'est-à-dire que la toute première scène d'action qu'on voit est au sommet d'une tour. La seconde, je crois que c'est celle justement sous les combles de la salle des 500. Et on doit avoir une scène de course-poursuite au niveau du sol, et le film se termine vraiment au sous-sol quasiment. Donc il y a vraiment cette idée de descendre les enfers, de descendre les 8 cercles des enfers, et d'arriver jusqu'en bas des enfers, ce qui est plutôt intéressant et vraiment très bien fait. Il y a du coup des jeux visuels qui sont vachement intéressants, parce que pour reproduire l'enfer de Dante, il y a cette image qui est magnifique, vous voyez dans la bande-annonce, qui est l'espèce de Shining puissance 10 000, la nana qui est au milieu, d'un seul coup il y a un bâtiment derrière elle qui explose de gerbes de sang et de machin, et tout ça en fait ce sont les visions qu'a Langdon, parce que il a vraiment pris un gros coup sur la tête. Je vous laisse voir le film, et du coup il est soumis à plusieurs
images qui l'agressent, et ces images sont toujours incroyablement belles. Enfin, c'est très morbide, évidemment, parce que c'est l'enfer de Dante, mais il y a vraiment une très belle recherche. Il y a un décor aussi enfin, on parle de rivière de sang à plusieurs moments, et il y a un décor avec de l'eau rouge aussi qui est sublime. Juste un petit truc qui me choque, quand je vous dis les petits détails des films américains, c'est cette salle dans laquelle il y a de l'eau rouge, il y a aussi un orchestre dedans. Et il y a des personnages qui sont en train d'écouter l'orchestre, et d'autres qui arrivent en parlant. Et on est dans une salle qui est... L'orchestre dans cette salle spécifiquement parce qu'elle a un très bel écho, elle a un très beau son. Et, pour une raison que j'ignore, la nana qui est juste en face du concert entend parfaitement des gens qui sont en train de parler d'une pièce plus loin. Alors, je sais pas si c'est ça la fameuse acoustique très bonne de la pièce, c'est ce qui voudrait qu'on entende absolument tout ce qui se passe à n'importe quel endroit de la pièce parfaitement. Si c'est le cas, juste dire qu'elle avait une bonne acoustique, c'était pas suffisamment pour justifier ce truc-là. Voilà, c'est une légère exagération, mais c'est pas des trucs énormes, c'est pas des trucs monstrueux, c'est pas, y a rien de grave là-dedans. Du coup, alors, de la même façon que tout tourne autour de l'enfer de Dante, il y a aussi beaucoup de choses qui tournent autour de la perte de mémoire de Langdon, et du coup, ça va être un des points importants du film. Vraiment, ça va être quand vous êtes imaginez vous réveillez amnésique, vous devez recréer le monde qui vous entoure petit à petit, et c'est du coup, le monde que vous voyez est forcément vrai presque. Il y a un moment où vous essayez de faire confiance, certaines personnes vous inspirent confiance, certains trucs, et du coup, vous allez croire ces personnes-là, aller dans un truc, et tout ça est très très bien géré du coup dans le film. Cet aspect-là est bien fait, et aussi tout un aspect par rapport, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va croire. Et la question du film, ça va être, est-ce que on avait raison de croire à ça ou pas? Donc vraiment, dans la question du mystère, bien sûr, mais c'est que là, on a vraiment des hypothèses qui se développent à certains moments, qui ont l'air très crédibles, et qui, au final, trouveront une explication. Parfois, un petit peu exagéré. Tout le début du film, là, c'est tout ce qu'il raconte sur le début du film. Sur le principe, c'est sympa à voir dans le film. Dans la réalité, ça ne marcherait jamais. Mais dans un film, c'est plutôt cool, et ça marche plutôt bien. Il y a quand même une justification quelque part, mais c'est que la justification en elle-même est tellement énorme qu'on pourrait pas savoir si elle marche ou pas. Donc c'est ça aussi les petits trucs des films hollywoodiens et des films en général. C'est que des fois on nous dit un truc qui, dans notre esprit, va marcher. En fait, de toute façon, dans la réalité, ça marcherait pas du tout, mais la perception du public marche bien. C'est un truc dont vous vous rendez pas compte, par exemple, peut-être que vous vous rendez compte à quel point on a changé le rapport aux ordinateurs dans les films. Vous prenez Independence Day, par exemple. Si personne ne se demande si les ordinateurs aliens sont compatibles avec le code, avec le virus qui développe, c'est parce qu'à l'époque, personne ne savait ce qu'était un code de développement, personne ne savait ce qu'était un code source, un truc dans ce genre-là. Et donc, oui, un ordinateur, c'est un ordinateur, et on suppose que les ordinateurs arrivent tous à marcher entre eux. C'est après que les gens commencent à comprendre qu'il y avait des ordinateurs différents, qu'il y avait des Mac, des PC, des machins, avec des trucs qui n'étaient pas compatibles. Bref. Pour vous montrer que du coup, c'est pas grave, un film hollywoodien qui fait des petits trucs un petit peu exagérés et un peu trop téléphonés. La question, c'est s'il en met beaucoup, trop, à quel moment, sur des trucs importants, pas importants, des petits détails, voilà. En termes de réalisation, en revanche, pas grand chose à dire. Je vous ai dit principalement des plans larges, paysages, des choses comme ça, des trucs plutôt éloignés pour qu'on ait quand même une sensation de grandiose dans le truc. Je dirais que la vraie petite audace de réalisation, ce sont les séquences donc d'hallucination et le montage à ce moment-là, et à plusieurs moments du film. Le truc, c'est que Langdon quand même a des séquelles pendant un bon bout de temps de sa perte de mémoire, et c'est traité régulièrement pendant le film. On a des déformations du son, de l'image, de ce genre-là. Et la façon de monter est intéressante aussi, que le montage arrive de façon très cut, très intrusif presque, comme un symptôme de maladie qui débarque toujours quand on n'a pas envie de le voir. Et donc là, on a un plan qui débarque quand on n'a pas envie de le voir dans le montage, et c'est les agressions que se reçoit Langdon dans la tête. Donc intéressant en termes de réalisation, mais pas sensationnel non plus. Et de toute façon, c'est pas un film qui invite à ça. Genre, ça reste quand même des romans de gare à la base. Les trucs de Dan Brown, c'est pas censé être des chefs-d'œuvre extrêmes. Et enfin, j'avais une dernière question posée à la fin de ce film, auquel le film n'a pas répondu. Qu'est devenu Ignazio? Je ne sais pas. Je sais qu'il est caché. Je sais pas, mais je sais pas. Est-ce qu'il est vraiment caché? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Je ne sais pas. Donc voilà, juste dernier petit point. Il y a pas grand chose à dire. C'est du divertissement américain. C'est pas monstrueusement intelligent, mais c'est pas monstrueusement con non plus. Ça fait son office, ça divertit et ça fait ce qu'il faut. Donc voilà.
allez voir si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!